On va parler de la situation économique. Je vous ai appelé parce que je me suis dit, il faut bien que Charles Gad nous en dise un peu plus, puisqu'on a quand même l'impression qu'on est dans un train qui est lancé à toute berzingue et on va rentrer dans un mur et tous ces gens nous disent que tout va bien. Et je voudrais qu'on commence l'émission, Charles, avec l'indice Gilets jaunes que vous avez mis en place. Je le trouve extrêmement intéressant, cet indice Gilets jaunes. Vous pouvez nous l'expliquer, cet indice Gilets jaunes, de quelles informations on dispose et vous disposez pour l'avoir fait? Écoutez, l'idée assez simple, c'est que quand j'avais pas un rond, que j'étais étudiant aux États-Unis ou en France, il y a quelques années, inutile de vous dire, puisque je viens d'avoir hier mes 80 balais. Donc, et bon anniversaire, Charles, bon anniversaire. Voilà. Toute l'équipe de Toxin. Voilà. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement que mes dépenses étaient à peu près, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vos dépenses sont à peu près un tiers en énergie, mais non pour se balader, se chauffer, un tiers en bouffe et un tiers en loyer. Vous voyez, puis, et puis, il n'y a pas de quatrième tiers, si j'ose dire. Vous vivez avec très peu, enfin, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et donc, la plupart des gens qui sont dans les couches basses ou pauvres de la population ont un budget qui sont un tiers. Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que quand vous suivez une politique inflationniste comme on l'a fait, les prix se mettent à monter. Bon, ça, on l'a bien vu, on s'y attendait, ça s'est produit. Mais ce qui se passe, c'est que les trois prix qui montent le plus, pour des raisons que je pourrais expliquer, c'est toujours l'énergie, la nourriture et les loyers. Parce qu'ils sont très inélastiques par rapport au prix, donc on ne peut pas augmenter l'offre rapidement, etc. C'est tape toujours sur les plus petits, le plus fort. Si vous gagnez beaucoup d'argent, dans le fond, ces trois postes, l'énergie, la bouffe et le loyer, ça ne vous prend pas une grosse partie de votre revenu. Mais si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent... Donc, j'ai décidé de faire un indice des gens qui étaient à la limite, si vous voulez, le frigidaire est vide le 20 du mois. Quoi. Ce que je veux dire, Et pour ça, j'ai pris les indices de l'INSEE, puisque l'INSEE fait un indice des prix, et puis elle vous donne, à l'intérieur de cet indice des prix, elle vous donne un indice du prix de l'alimentation, un indice des loyers, un indice de l'énergie, quoi. Donc, j'ai pris simplement ces trois indices, j'en fais une moyenne arithmétique, qui est maintenue à un tiers tout le temps. Et je regarde l'évolution. Et donc, ça me montre quelque chose d'affreux, c'est que quand le pouvoir vous dit que l'inflation est à 4, 5, j'en sais rien, la réalité, c'est que pour les pauvres gens, les gens en dessous, tout en bas, c'est plutôt à 8 ou à 9. Et donc, eux, ils en prennent beaucoup plus plein la tête. C'est-à-dire que les pauvres gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à vivre avec le produit de leur travail, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en France. C'est depuis un certain nombre d'années, on voit apparaître des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Autrefois, si vous voulez, c'était ceux qui ne travaillaient pas qui étaient pauvres. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui font bien avec tout ce qu'on leur demande, qui vont au boulot, qui se lèvent, etc., et qui ne réussissent pas à s'en sortir. Et ça, c'est une nouveauté. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que les politiques subies en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, depuis des années, et je suis pas, le moins qu'on peut dire, c'est que je suis pas vraiment un type de gauche, quoi. Mais ça tue les petits gens et ça favorise les riches. Donc une politique, ce que disait John Rawls, qui était un grand philosophe américain, qui était professeur à Harvard, il est mort il y a une vingtaine d'années, disait une politique économique est juste, puisqu'il réfléchissait sur la notion de justice, est juste si quand l'activité économique monte, quand le monde s'enrichit, les pauvres s'enrichissent aussi. Mais si vous êtes dans un monde où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent, ça c'est un monde qui est complètement injuste et insoutenable. Or, c'est là où on est. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Et c'est très inquiétant parce que... Mais Charles, ce qui est intéressant dans le graphique... Ouais. Oui, je vous disais, Charles, ce qui est intéressant dans votre graphique, c'est qu'on se rend compte que la courbe, ça fait peur quand même, parce que c'est effrayant tout de même. Oui, alors là si vous voulez, la courbe rouge, c'est la courbe des... Et ça, c'est le moment où l'inflation est montée très fortement, puisqu'on avait fait une hausse des prix. On avait fait une hausse de la masse monétaire terrible dans les années qui précédaient. Quand Mme Lagarde dit, il y a un an, par exemple, que personne ne s'attendait à une hausse des prix, écoutez, la masse monétaire de la zone euro avait quadruplé depuis 4 ans à peu près. Donc on avait imprimé de l'argent comme des fous. Or, vous et moi, on sait très bien que si on imprime de l'argent comme des fous, en général, les prix montent, quoi. Donc quand la Banque Centrale Européenne me dit qu'elle a été surprise par l'inflation,
Ou ils sont complètement incompétents, ou ils se foutent de ma gueule, quoi. Les deux sont pas exclus, d'ailleurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est aussi, regarder la courbe noire en bas, c'est dans le flux le revenu disponible médian en France, déflaté non pas par l'indice des prix officiels, mais par cet indice des prix des Gilets jaunes. Donc ça montre que les classes les plus défavorisées en France ont eu une baisse de leur niveau de vie d'à peu près d'un bon 10% depuis l'arrivée de l'euro. Ce qui s'était jamais produit depuis 1945. Donc il y a eu une espèce de rupture dans la politique économique française qui, à partir des années 2000, n'a plus été faite par la France, mais a été faite par Bruxelles et par la Banque Centrale Européenne, et ça s'est fait au détriment des petits gens et au profit de ceux qui n'ont pas de problème de fin de mois. Et c'est pas un jugement ce que je porte, c'est une réalité. C'est-à-dire, je dis, c'est un fait. C'est un fait, c'est pas... Je voudrais qu'on parle, Charles, aussi de ça, parce que vous avez raison, on a commencé à en parler. On a cette inflation alimentaire qui est absolument déraisonnable. On a ce phénomène de déconsommation. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, de ce phénomène de déconsommation. Est-ce que c'est le terme approprié, déconsommation? Moi, j'ai l'impression qu'il faut le remplacer par pauvreté, mais bon, après, chacun... Évidemment qu'il faut le remplacer par pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les gens qui ont un tiers, et à la fin du mois, il ne reste plus rien. Hein, qui était mon cas, encore une fois, il y a à peu près 60 ans. Si d'un seul coup vous avez une hausse violente des loyers, de l'énergie, ou de la bouffe, ou des trois à la fois, mettons qu'il vous restait peut-être 20 € à la fin du mois pour vous acheter quelque chose qui vous plaisait, je sais pas, une place au cinéma avec votre femme, ou j'en sais rien, là vous les avez plus. Donc, la vie est supportable en quelque sorte si, à la fin du mois, il vous reste un petit peu d'argent pour... faire des trucs qui sont pas vraiment nécessaires et des trucs qui sont agréables, quoi. Là, il est certain que c'est plus le cas. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme cette hausse des prix attaque des gens qui sont déjà à l'os, ils sont obligés de couper sur des tas de choses. Alors, ce que dit le type de Carrefour, le président de Carrefour, là, il dit, à la place d'avoir 8 articles dans le panier en moyenne, ils en ont plus que 5, et ils ont coupé toute une série de choses qui étaient les déodorants... Bon, ça va pas aider dans le métro, mais enfin... donc, mais ce que vous dites est tout à fait exact, c'est un signe évident d'appauvrissement des plus pauvres. C'est-à-dire... Et pourtant, Bruno Le Maire vous dit, Charles Gave, Bruno Le Maire vous dit qu'il récuse l'idée qu'il y a un appauvrissement généralisé de la population. Quand vous l'entendez dire ça, Bruno Le Maire, on met les mains sur la tête avec lui, tout. Bruno Le Maire, si vous voulez, le pauvre garçon, je crois qu'il n'est pas capable de faire une règle de 3, ni de savoir combien il y a d'hectares. Il y a d'acres dans un hectare, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a sans doute fait normal supplétre. Dans les milieux qu'il fréquente, il n'y a peut-être pas d'appauvrissement de la population. Mais je ne l'ai pas beaucoup vu dans les quartiers populaires. Hein. Ce brave Le Maire, c'est un produit... Vous savez, il y a quelque chose qui se passe en France qui m'inquiète beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé. C'est que la quasi-totalité de notre classe dirigeante est aujourd'hui bien de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'étais jeune, il y avait des gars qui arrivaient de Gascogne, de Béziers, etc., que des types pas plus mal que d'autres. Là, aujourd'hui, si vous voulez, toute notre classe dirigeante, elle fait 30 jardins d'enfants à Paris, et donc il y a une espèce de consanguinité. Donc je suis sûr que les gens qui donnent leurs enfants à ces 30 jardins d'enfants, eux, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Et donc, comme c'est que les seuls que le maire voit, donc ils doivent tous se congratuler des succès de l'économie française. Mais il ne faut pas se foutre du monde, quoi. Mais l'inflation alimentaire, Charles, effectivement, c'est gravissime. C'est une véritable régression, parce qu'on parle de pauvreté, mais c'est une régression. À quoi ça peut nous amener, selon vous, cette chute brutale de cette consommation, ce volume de consommation? Vous savez, les récessions et les pertes d'activité économique, ça commence souvent avec les plus pauvres qui s'appauvrissent. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai passé mes vacances à Avignon. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, dans une zone où il y a pas mal d'Auchan, de Carrefour, etc. Il y a 10-15 ans, quand j'allais faire les courses, ce qui m'arrive pas très souvent, enfin ça m'arrive de temps en temps, j'allais faire les courses dans ces trucs. Par exemple, dans le domaine des vins, de la viande, vous aviez des produits quand même de qualité moyenne ou supérieure qui étaient là, qui étaient disponibles. Aujourd'hui, quand je vais faire le marché, il n'y a plus de bons vins, il n'y a que des gros rouges qui tâchent, quoi. Et en ce qui concerne la viande, il n'y a plus que des saucisses. Donc ça veut dire que vous avez une espèce de baisse
les gens, s'ils ne peuvent plus acheter un steak, ils achètent des saucisses, quoi. Et on le voit. Et donc ceux qui font de la viande, des paysans, ils se suicident, ils mettent à crever de faim. Donc la pauvreté, c'est comme quelque chose qui se développe, si vous voulez, comme un petit peu comme une épidémie, quoi. Ça attrape d'abord les plus pauvres, et puis ça font faillite ceux qui servent les plus pauvres, et puis ensuite, ça touche la classe moyenne, et ça monte doucement comme ça. Et il me semble que on voit très bien la tâche de la pauvreté, l'épidémie se développer doucement en France. Il suffit de regarder et on le voit, quoi. C'est effrayant. Mais oui, parce que là, les derniers... Ouais. Oui. Vous avez lu, j'imagine que vous avez jeté un coup d'œil, j'en suis même sûr. Et je sais que vous avez parlé d'ailleurs à l'Institut des Libertés avec votre fille Emmanuelle sur une émission que je vous recommande, chers amis, d'aller écouter, bien entendu. On s'est rendu, le rapport de Secours Populaire donne des chiffres effrayants. Un Français sur deux qui ne peut plus te soigner, 72% des Français qui indiquent qu'ils ne peuvent plus acheter de viande ou de façon très occasionnelle. Là, on est vraiment sorti de la classe paupérisée, vous l'avez dit, pour toucher la classe moyenne, voire un peu supérieure, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent, mais c'est fulgurant. J'ai l'impression que c'est fulgurant. Vous partagez cette analyse, Charles, ou pas? C'est pas fulgurant. Ce qui commence à être vu, c'est que pendant 1 an ou 2, on nous a filé des subventions dans tous les sens, qui étaient payées par l'endettement. Oui. Et donc, on a essayé de boucher des trous. Mais la seule façon pour les gens de s'en sortir, c'est que leur travail rapporte à leur patron plus qu'il ne coûte. Or, c'est plus le cas. On a vu les statistiques des PME qui sont en train de sauter en France. C'est monstrueux, quoi. Il y a une hausse absolument gigantesque. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on avait... les gilets jaunes ont pété quand on a eu la hausse du prix de l'énergie décidée par le Premier ministre de l'époque. Et également quand on a foutu la limite de Paris, qui sont dans ce qu'on appelle les zones périphériques. Eux, ils peuvent pas se déplacer sans avoir leur voiture. Et donc, on les empêche, on les force à rester encore plus longtemps dans leur voiture et à faire payer plus pour ce transport. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ce que la politique française est en train de faire, avec ces histoires d'écologie, plus d'appauvrissement et tout, on est en train de retourner pour transformer la classe pauvre en serfs. Vous savez, comme autrefois, qui étaient attachés à la glèbe. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Le paysan, il n'est pas propriétaire de sa terre, je ne sais pas quel coopératif qui est propriétaire, etc. Donc on voit très bien que ces gens-là, dans le fond, les gens de gauche, les écolos, détestent la liberté du peuple au point tel qu'ils souhaitent que le peuple reste attaché à la terre, quoi. Qu'il ne puisse plus bouger, qu'il n'ait plus le droit de prendre sa voiture, qu'il n'ait plus le droit de fumer ses clopes, qu'il ne puisse plus mettre du diesel dans sa voiture qu'il y a 10 ans. Je vous donne un exemple, c'est qu'à Toulon, par exemple, il y a un aéroport, bon, très bien, il y a un aéroport. Mais il est dans une zone urbaine. Et l'Europe a prévu que d'ici 2 ans, si vous aviez une voiture diesel un peu vieille, vous ne pourriez pas rentrer dans ces zones. C'est-à-dire que les types de la région, les paysans, les gens, ils ne pourront pas venir prendre l'avion. On leur interdit de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas la bonne bagnole. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le gars, on se retrouve sous l'Ancien Régime, où si vous n'aviez pas des talons rouges, vous n'aviez pas le droit d'aller à la cour, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la haine envers le peuple. D'ailleurs, vous me tendez la perche, Charles Gaff, merci d'être là avec nous dans ce grand entretien. Je vous remercie d'être avec nous en studio. N'hésitez pas à partager, à liker cette émission, les vidéos. Vous êtes très, très nombreux, plus de 1200, 1300 actuellement. Beaucoup de commentaires pour vous, Charles Gaff. D'ailleurs, une question vous a été posée. Est-ce que vous aimeriez que Charles Gaff soit ministre de l'économie? Je crois qu'on va nous donner les chiffres en régie, mais je pense que ça doit être assez haut en termes de oui. Je vais vous faire écouter un sonore. C'est un auditeur sur RMC qui a appelé Estelle Denis en début de semaine. Charles, il y en a pour 1 minute. J'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Malo, si tu peux nous envoyer le sonore, s'il te plaît. Merci. Maintenant, je pense qu'il est grand temps de se rebeller. Oui, effectivement. L'électricité, quand on voit qu'en début 2024 va reprendre entre 10 et 20%, que les énergies explosent, que quand vous faites vos courses, toutes ces factures d'énergie sont encore répercutées sur vos courses. Et comme vous avez de la TVA, vous avez des taxes, comme la TICPE sur le carburant, tout ça. Quand le prix augmente, mécaniquement, la taxe augmente. Oui. Donc, l'inflation alimente l'inflation. Et à un moment, il va falloir arrêter, parce que je vais plus aller bosser, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si c'est pour payer ma facture juste pour faire le plein de ma bagnole, je vais faire comme tout le monde, je vais arrêter, et puis voilà, ça sera très bien. Parce qu'à un moment, Bruno Le Maire, là, il joue la montre, tous les jours, il nous dit que ça va aller mieux, que machin. Ça fait un an et demi. En attendant, quand vous faites le plein, que vous mettez 100 balles, il y a quand même 66 € qui vont à l'État, Ceux qui sont bien contents de jouer la montre,
Ils sont contents, ils remplissent les caisses, hein. Il va falloir on va leur payer le quoi qu'il en coûte de leur McKinsey qui leur a conseillé de nous confiner, hein. Donc moi je pense que stop, on arrête, parce que moi j'en ai marre. Mais je pense pas que c'est en envahissant les préfectures, hein. Moi je dis que nos feuilles d'impôts on ne devrait pas les rendre, on ne devrait pas payer nos factures ni d'eau ni d'électricité, on devrait tous arrêter. Et puis on les prend à la gorge comme ils nous prennent eux. Et puis il va falloir se réveiller, quoi, parce que je pense qu'il est grand temps de se réveiller. Je pense qu'il faut se réveiller même avant de s'éteindre, hein. Charles, vous entendez cet auditeur qui dit il faut les prendre à la gorge. C'est fort quand même, hein. Il faut les prendre à la gorge, faut arrêter de payer. Oui, mais voilà, c'est le vrai problème, si vous voulez. Alors, je peux vous donner un chiffre qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les rentrées fiscales de l'État, en prenant tout, en prenant les impôts, plus les taxes, plus tout ce que vous pouvez imaginer, la pression fiscale en France a augmenté de 7% d'une année sur l'autre. De 7%. Alors, à un moment où tout le monde est en train de s'appauvrir, comme on vient d'essayer de le montrer. Donc, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, quoi. Donc, les seuls, comme disait mon vieil ami Milton Friedman, il disait, si vous vivez pauvrement, c'est que les gens à Washington vivent trop bien. Et je crois qu'on peut le traduire en français. Si vous vivez mal dans votre coin de France, c'est que probablement les gens à Paris vivent beaucoup trop bien. Et je vous assure que toute cette classe dirigeante, elle n'est pas dans la misère, hein. Vous avez un nombre de hautes autorités, vous avez un nombre de trucs comme ça, de grands conseils. Vous avez des gars qui ont des voitures de fonction, 2 ou 3 salaires ou 4 ou 5. Et là, il n'y a aucune coupe. Donc, ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est que comme nos déficits budgétaires ne sont pas résolus, on pense qu'à augmenter les impôts. Mais il faudrait peut-être un jour faire un petit audit des dépenses de l'État et savoir où va notre pognon. Parce que quand vous regardez la France aujourd'hui, rien ne marche. La police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, l'éducation nationale ne marche pas. Enfin, dites-moi quelque chose qui marche et j'en serais content. Et on nous en a jamais pris autant. Donc la question c'est, mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Et il n'y a pas un audit des dépenses de l'État qui me dit, vous savez, vous avez Charles Pratt qui a fait ses bouquins sur la fraude. Il dit il y a 73 milliards d'euros de fraude à la sécurité sociale. Il y a 5 ou 6 millions de cartes vertes de plus qu'il n'y a de population. Donc, on pourrait peut-être commencer à les regarder là, qui volent l'argent des Français, puis on pourrait leur rendre ces 73 milliards, ça leur ferait du bien. Donc, il y a une espèce de mauvaise gestion de l'État qui atteint des niveaux, mais grotesques. C'est du vol à la tire. On est gouverné par des bandits. C'est la mafia qui nous gouverne. Donc, ça pose la question de saint Thomas d'Aquin. Si vous vivez sous un tyran, à partir de quel moment est-il légitime de commettre un tyrannicide, quoi? Mais Charles, pourtant, ils sont quand même assez pingres. Ils nous ont tous expliqué avec beaucoup de difficulté que la réforme des retraites, il fallait la faire parce que sinon, ça allait être terrible. Et pourtant, vous avez cité Charles Pratt, et vous avez raison, notamment sur la fraude à la sécurité sociale. Ça nous coûte des milliards. Il y a eu le rapport des contribuables associés avec Jean-Paul Gourévy sur le prix social de l'immigration. Mais ils sont pingres avec des choses, mais ils sont pas pingres avec d'autres choses, quoi. Où va notre pognon? Effectivement, c'est compliqué à répondre à la question. C'est pas... Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours accès au pognon, puis d'autres qui n'y ont jamais, quoi. Et en général, ceux qui payent, ils n'y ont pas accès, quoi. Si vous payez rien, si vous êtes un bénéficiaire des subventions, vous vivez pas plus mal qu'un autre, quoi. Mais moi, je connais aussi une vallée pyrénéenne, là, du côté de Tarbes, où il y a officiellement 20 ou 25% de chômeurs, et où pas un des commerçants locaux ne peut trouver quelqu'un pour l'aider. Parce que tous les gens font le calcul qu'ils gagnent plus d'argent s'ils restent à la maison, qui touchent des subventions, qui font des enfants à une femme et qui ne sont pas mariés. Et donc vous avez toute une série de subventions qui s'accumulent, ce qui fait que le type, il n'a plus besoin d'aller travailler, quoi. Donc c'est ce que disait encore une fois Milton Friedman. Il disait, si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente, quoi. Donc on est dans un système où toutes les incitations sont fausses. À la place de travailler, à la place d'être un père de famille, on vous dit c'est pas la peine d'épouser la fille parce que comme ça vous aurez des subventions, etc. Donc tout est pour vous faire de vous un être
avili et dépendant des subventions. C'est terrible. Alors, je voudrais qu'on parle du prix de l'essence et des carburants, parce que ce matin, en préparant l'émission, comme je savais que vous connaissez par cœur, j'ai regardé le cours du pétrole Brent en dollars qui dépasse les $94. Oui. J'ai pas l'impression qu'on va avoir une petite baisse là, Charles. Non, je pense que ça va continuer à monter malgré les bonnes âmes de nos distributeurs qui essayent de plafonner un 99, comme Total notamment. Ben oui, mais si vous voulez, le problème, je crois que je vous dis des bêtises, mais je crois que Total doit être responsable de 10% du prix et l'État de 90, voilà. Un truc comme ça. Donc il ne faut pas engueuler Total, il faut engueuler l'État. Oui. Mais je vais vous faire une petite analyse assez simple, là, mais je ne sais pas si elle est valable, mais vous vous foutez dans la peau de Poutine. Mettons qu'on n'ait pas été très gentil avec la Russie depuis quelque temps, en Europe, hein, on a suivi les ordres américains, donc on suit. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Vous vous mettez d'accord avec l'Arabie Saoudite et vous vous servez du pétrole pour le faire monter pendant l'hiver. Et à ce moment-là, des gens qui ont des élections, je sais pas, en Angleterre, aux États-Unis et tout, les types, ils vont pas être amusés. Enfin, toute ma classe dont je vous parlais, les gens qui ont le moins d'argent. Donc, moi, je crois que tout Poutine est en train d'instrumentaliser le prix du pétrole pour faire sauter l'Europe. Parce que lui, il n'a pas besoin d'envoyer des chars, il suffit qu'il fasse monter le prix du pétrole avec l'Arabie Saoudite, et puis quand le prix du pétrole est à 130, l'Allemagne est en faillite, et nous aussi, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est bien joli de jouer les héros sur l'écologie, mais quand vous n'avez pas d'énergie de substitution, toute notre énergie, ou la moitié ou les 2/3, venait de Russie. À partir du moment où on se fâche avec les Russes, on est obligé d'acheter le pétrole, non plus avec des contrats à long terme et en euros, mais on les achète sur le marché spot, c'est-à-dire au comptant, et avec des dollars qu'on n'a pas. Si l'hiver est froid, la perte de pouvoir d'achat des petites gens dont je parlais au début, ça va être monstrueux. Donc, ce qui me paraît stupéfiant, c'est qu'ils suivent une politique économique stupide, et que cette politique économique stupide, ils en doublent la pénibilité en suivant une politique étrangère encore plus stupide. Oui. Vous vous dites, mais ils sont idiots, quoi. Je veux bien qu'on... En même temps, Charles, c'est Bruno Le Maire qui nous disait qu'il voulait mettre l'économie russe à genoux. Hein. On va pas le répéter à chaque fois, mais là, on avait vu qu'il y avait quand même pas une fulgurance d'intelligence qui dépassait la stratosphère. Hein. Oui, alors vous savez pourquoi il l'a dit ? Parce que ça, personne ne le dit jamais. Parce qu'on avait fait le coup à la Grèce pendant la crise européenne. On avait coupé tous les moyens de paiement à la Grèce, et la Grèce est obligée de se coucher en 5 minutes. Et donc, tous ces imbéciles, ils ont coupé, quand il y a eu l'Ukraine envahie par la Russie, ils ont coupé tous les moyens de paiement à la Russie. Ça s'appelle SWIFT, c'est le système de paiement internationaux. Et ils se sont dit, la Russie va se coucher à toute allure, parce que, sauf que les Russes avaient rêvé le coup, et qu'ils avaient préparé des moyens de paiement alternatifs depuis 5 ans, et qu'ils ont mis en place, et que rien ne s'est passé. Donc, ce brave Le Maire n'a fait que lui dire ce que son inspecteur des finances lui avait dit, qu'on allait couper SWIFT et que la Russie allait se coucher. Sauf que l'inspecteur des finances ne savait pas que la Russie travaillait depuis 5 ans sur des moyens de paiement alternatifs, et que les Russes sont des joueurs d'échecs, et que nous, on est des joueurs de belote, quoi. Donc on s'est fait avoir comme des fous. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont totalement surestimé leur pouvoir financier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... le monopole sur la circulation d'argent qu'avait l'Occident, on l'a perdu. C'est-à-dire que ce monopole, l'Occident a dominé le monde depuis des siècles, 8 siècles à peu près, parce qu'on savait dématérialiser l'argent et le faire passer d'un coin à un autre, si vous voulez. C'était les grands ordres monastiques qui avaient monté le coup au départ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Cette circulation d'argent, on est en train de la perdre. On a perdu le contrôle des flux financiers. Vous vous rendez compte ? Je sais pas si... Mais c'est gigantesque. Ça veut dire que on se tire des balles dans la tête, les unes après les autres, et si on a peur de rater, on s'en tire une de plus, quoi. C'est stupéfiant, l'incompétence. Bon, elle nous a dit 10% de plus en février, c'était déjà annoncé. Et Bruno Le Maire, de suite, a dit non, il est exclu d'avoir une hausse. Là aussi, sur la politique énergétique, d'électricité, ils sont quand même pas bons du tout, pour pas dire autre chose. Ah, mais ils ont réussi un coup incroyable, c'est que... Vous savez, la France avait une électricité d'énergie de provenance nucléaire grâce aux efforts de Gaulle, Pompidou et Giscard. Ça remonte loin. Et donc, d'abord, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont forcé EDF à vendre une partie de cette électricité à prix coûtant à des gens qui en produisaient pas. Donc ils ont forcé l'EDF à subventionner leurs concurrents. Puis quand les concurrents ont sauté parce que le prix de l'énergie montait,
c'est EDF qui a dû prendre des pertes des concurrents. Donc EDF est quasiment faillite. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pour faire plaisir à l'Allemagne, on a indexé le prix de l'électricité en France, croyez-le ou pas, sur le prix du gaz. Mais on n'utilise pas de gaz pour faire de l'électricité en France. On ne l'utilise pas. Donc on a fait ça pour faire plaisir à l'Allemagne. Donc si, comme je le pense, Poutine fait monter le prix du gaz et de l'électricité va monter comme une fusée en France, alors que les coûts de faire de l'électricité ne montent pas du tout. Ça, c'est parce qu'il fallait faire un marché européen de l'électricité, et comme l'électricité, qu'on appelle une usine, qu'on ouvre simplement quand il y a une pénurie d'électricité, c'est-à-dire le gaz, donc on avait rebranché mais ça marche pour l'Allemagne, mais ça marche pas pour nous. Donc on a abandonné les outils, on les a même donnés littéralement à l'Allemagne, ces outils qui avaient été bâtis par De Gaulle, Pompidou et Giscard, pour assurer notre indépendance énergétique. On les a même pas vendus, on les a donnés à l'Allemagne pour qu'elle continue à nous tailler des croupières industrielles. Mais encore une fois, c'est encore une balle de plus dans la tête. Mais honnêtement, moi, j'en arrive à me demander s'il ne devrait pas y avoir une cour de justice pour haute trahison, parce que le nombre de trucs qu'ils ont fait comme ça, qui ont trahi les intérêts profonds de la France pour plaire je ne sais qui à Bruxelles ou à Francfort, ça s'appelle de la haute trahison, quoi. Je sais pas, moi, il me semble que... mais si on continue à gérer la France contre les intérêts des Français, celui qui parlait dans le micro, là, tout à l'heure, il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. C'est une histoire de fou. Ce pays est gouverné par des gens qui détestent le peuple. Mais Charles, selon vous, pourquoi ils font ça ? Pourquoi cette trahison de toujours vouloir se soumettre à l'Allemagne ? Il n'y a que deux possibilités. Où ils ont une espèce d'idéologie qui dit qu'il faut tuer la nation française, il faut faire naître la nation européenne. Bon. Ou bien l'Allemagne sait des choses sur eux, ils sont obligés de le faire. Vous voyez ? Oui. L'Allemagne ou la CIA, c'est pareil. Je sais pas, mais moi, où ils sont vendus à une idéologie, où ils sont vendus à parce que quelqu'un a quelque chose sur eux, quoi. Je sais pas. Parce que moi, comme vous, je me pose des questions. Mais on se les poserait à moins, hein. On se les poserait à moins, vu la politique économique. Charles, est-ce que vous avez encore 5 minutes pour terminer l'émission ? J'ai tout le temps que vous voulez. Vous avez encore 5 minutes. Formidable. On est très nombreux. Alors, je vais faire un petit promo. Vous êtes très, très nombreux. Vous êtes à près de 1200, 300 en ce moment sur le live. Merci beaucoup sur l'émission. Merci. C'est le grand entretien de Charles Gave. On continue à discuter de l'économie, de trahison, de prix, de gilets jaunes aussi, bien entendu. On parle de tout ça. N'hésitez pas à liker. Mettez des pouces, s'il vous plaît. Faites-moi monter ces pouces avant la fin de l'émission, de manière à ce qu'on puisse, bien entendu, faire monter les vues, les pouces, l'algorithme qui vont monter, et la vidéo sera encore plus vue. Merci. On continue. Merci Charles Gave d'être avec nous, et encore bon anniversaire, c'était le vôtre hier. Oui. Vous avez 26 ans depuis hier, Charles Gave, c'est formidable, vous rajeunissez tous les jours. Voilà. Une question aussi, je voulais parler d'immobilier, Charles, avec vous. Oui. L'immobilier, c'est fermeture de promoteurs, de courtiers, on est en train de se casser la gueule, mais correctement là. Comment vous sentez la situation, vous, concrètement ? On va vers un crack, parce que c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on va vers un crack, voilà. Alors, l'immobilier, c'est un marché un peu spécial, si vous voulez. C'est que quand ça monte, il y a des volumes énormes, etc. Les transactions sont importantes. Mais moi, toutes les baisses immobilières que j'ai vues se font sans aucun volume. C'est-à-dire que l'immobilier a cette caractéristique, si vous voulez vous en débarrasser, il faut le vendre trop tôt. Parce que si vous attendez pour le vendre, ensuite, quand vous arrivez en haut, il passe de 100 à 40 sans qu'il y ait une transaction. Donc, vous ne pouvez pas vendre. Donc, pourquoi l'immobilier va-t-il se péter à la gueule ? Pour une raison très simple, c'est que si vous avez un appauvrissement de la population en même temps qu'une hausse des taux, la capacité d'acheter de l'immobilier baisse au carré, si j'ose dire. Or, on a un appauvrissement de la population, comme je viens de le dire, une hausse des taux, et je ne sais pas trop comment vous pourriez vous attendre à ce que l'immobilier tienne à peu près. Ouais.
Donc oui, c'est une... Et alors, ce qui va se passer comme toujours, c'est on va rentrer pour les promoteurs, etc., dans une crise de liquidité, on appelle ça. C'est-à-dire que vous allez voir votre banque et elle vous dit, non, je vous prête pas d'argent parce que vous réussirez pas à le vendre, votre immobilier, donc je vais mettre l'immobilier en vente. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment, si vous arrivez, vous, avec du cash, mettons que vous avez été un financier averti, si vous allez voir un de ces gars qui est en train de sauter, et vous lui proposez 20% pour lui sortir 20% de la valeur de ce qu'il a fait, et vous pourrez l'acheter parce qu'il serait content de toucher 20%, peut-être pour se dédouaner par ailleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces crises de liquidité, c'est marqué par des faillites de gars dont vous pouvez racheter ensuite, si vous êtes un type intéressé, les actifs pour quasiment rien. Mais ça fait l'affaire de qui? Ça fait l'affaire des grandes compagnies d'assurance, des banques, etc., qui du coup peuvent acheter des trucs à 20% de leur valeur. Donc encore une fois, cette politique économique, on voit très bien qu'elle favorise ceux qui ont déjà des actifs et qu'elle tue ceux qui sont en train d'essayer de s'en constituer. Donc encore une fois, c'est une politique favorable aux riches et défavorable à la classe moyenne montante. C'est monstrueux. C'est le contraire de ce qu'est le capitalisme normalement. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire les copains et les coquins qui prennent le pouvoir et qui gouvernent le pays pour s'en mettre plein les poches. Ça voudrait dire, Charles, que la classe moyenne, bientôt, c'est tous locataires, tous précaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez employé le terme de serre, de facialisation, c'est ça, tous locataires demain matin? Oui, si vous avez de la dette, vous allez être dans un... Vous avez acheté un appartement il y a 2 ans à 100. Vous avez emprunté à 1 ou à 2, ça monte à 4 ou à 5. Et puis en plus, votre appartement, il vaut plus 100, il vaut 80. Donc la banque vient vous voir en disant, dites donc, vous avez mis que 20% en fonds propres, il faut en remettre. Donc ils vont vous le vendre. Alors ça touchera pas les gars qui ont acheté leur appartement ou qui ont reçu leur appartement de leur maman ou de leur grand-mère. Moi, j'avais un ami, j'étais jeune, à Paris, qui avait épousé une fille, il était très brillant, le type qui avait fait Sciences Po, qui était analyste financier dans une grande banque, enfin, en plus très joli. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai épousé cette fille, elle est très très bien, je suis très content. Mais j'aurais beaucoup mieux fait d'épouser une fille qui avait un appartement. Parce que c'était beaucoup plus rentable. Donc, vous vous rendez compte ce qu'il disait? C'est qu'il disait, vous avez épousé une fille qui a un appartement, un endroit agréable, après impôt, c'est beaucoup mieux que si elle gagnait des 100 et des 1000, quoi. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, c'est-à-dire que ça favorise les rentiers au détriment de ceux qui ne prennent pas de risques, qui prennent des risques, qui ont fait des études ou j'en sais rien. C'est un monde parfaitement injuste qu'on est en train de nous bâtir. Mais parfaitement injuste, c'est monstrueux. Et ça... Donc les mondes injustes durent rarement très longtemps. En général, ça se termine par... On pourrait avoir en retour quand même le sonore qu'on a entendu tout à l'heure, Charles, avec cet auditeur sur RMC, d'ailleurs, qui disait au début du sonore que c'est quelqu'un qui gagne à peu près 3 000 euros par mois, donc c'est quelqu'un qui est pauvre. On le sent exaspéré, et des vidéos comme ça, on en voit de plus en plus. On a l'impression de vivre un début gilet jaune. Là, il y a des gens qui vont plus le supporter au moment donné, Charles, non? Oui, mais le problème, c'est comment il n'y a pas de parti politique qui s'essaye à l'organiser. Si vous voulez, il y a pas on avait vu dans les gilets jaunes. Au début, ils ont été très sympas. Et puis, ils ont été... il y a des gars qui sont arrivés, qui étaient envoyés par le gouvernement, des blackbirds ou je sais pas quoi. Et ils ont rapidement dérapé. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas, en France, de parti... des petites gens, si vous voulez. La gauche a trahi le peuple. La droite a trahi la nation. La gauche a trahi le peuple. Et du coup, le peuple se retrouve démuni. Il ne sait pas à qui parler. Moi, je voudrais bien aider les gens. S'il y avait des représentants du peuple, j'irais les aider dans la mesure de mes moyens. Mais j'en trouve pas. Ils font tous partie de cette classe qui a trahi et le peuple et la nation. Et donc, j'ai un gros problème, c'est que je n'ai pas de représentation politique que j'aimerais servir. J'en ai pas, je ne sais pas qui choisir. C'est intéressant ce que vous dites. Finalement, vous, aujourd'hui, dans le monde politique qui s'offre à nous, et vous pouvez pas, à un moment donné, aller aider, pour reprendre vos termes, un parti politique, parce que personne ne correspond à ce que vous estimez être valable pour redresser, du moins en partie, ce pays, quoi. C'est-à-dire que pour redresser ce pays, il n'y a pas 36 solutions. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Donc il faut passer à un système par exemple,
démocratie directe, comme en Suisse. Il faut que le peuple, pour dire, par exemple, je sais pas, une mesure qui devrait être prise, c'est que les fonctionnaires sont inéligibles. Et par exemple, ils ont le droit d'être élus, mais une fois qu'ils sont élus, ils ne retournent jamais dans la fonction publique, c'est fini. Parce que sinon, s'ils peuvent retourner dans la fonction publique, on se retrouve avec une chambre où il y a des fonctionnaires, puisqu'ils ne prennent pas de risque à être élus. Donc dans toutes les grandes démocraties, les fonctionnaires sont inéligibles. Donc c'est quelque chose qu'on devrait mettre au référendum, mais avant que cette classe qui garde tous les pouvoirs nous l'autorise, vous pouvez toujours vous brosser, essayer de lancer un mouvement en faveur du référendum, et tout le monde vous envoie. On vous explique que c'est pas possible, enfin ça marche très bien en Suisse, ça marche très bien dans un tas de pays. Donc le vrai problème, c'est que on n'est plus vraiment dans un État, dans une démocratie, puisque tous les moyens d'opinion, tous les moyens d'action nous ont été enlevés. Si vous voulez, vous allez sur Radio Interminable, là, vous trouvez, vous avez le discours officiel, et alors on nous montre des trucs, regardez, c'est la faute des immigrés, ou c'est la faute de le truc que les femmes se mettent sur la tête, ou j'en sais rien. C'est pour nous, c'est le coup de bonneteau, c'est pour nous empêcher de réfléchir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour nous empêcher de parler. Les gens s'agacent tellement sur ces histoires de voile ou n'importe quoi, que du coup on parle pas des choses sérieuses. Mais j'aimerais bien que les Français qu'il y ait un parti qui se mette à poser les vraies questions, quoi. Comment rendre sa souveraineté à ce pays? Aujourd'hui, il n'y en a pas, même pas Reconquête. Bon, il y a Marine Le Pen, le RN, mais Reconquête. Bon, il y a. Mais non, mais ils sont. Même finalement, eux, ils nous parlent grâce à vos yeux. Ben non, parce qu'ils sont monomaniaques, quoi. Je veux dire, ils parlent que d'un sujet. Ouais. Bon, si vous voulez, moi. Ouais. Ils parlent que d'un sujet. Ils parlent pas du sujet essentiel, qui est, par exemple, la reconquête des souverainetés. Comment vous voulez gouverner ce pays si vous n'avez pas de souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté des frontières? On est d'accord. Ils parlent de l'immigration. Bon, c'est bien intéressant, l'immigration, mais c'est pas le début et la fin de tous les problèmes, quoi. Et puis moi, vous savez, j'ai une émission, comme vous l'avez dit gentiment, où je parle aux gens. Il y a 265 000 abonnés. Je sais plus combien. Je suis arrêté tous les jours dans la rue par des gens qui me disent merci beaucoup et qui veulent me poser des questions. 2 fois sur 3, c'est des gens issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, je suis persuadé, des gens de l'immigration qui ont une idée, c'est de devenir des bons Français. Et il y a un tiers qui doivent être des sales cons. Et on ne parle qu'aux sales cons, et on ne s'intéresse pas aux 2 tiers qui voudraient s'intégrer gentiment. Donc on a quand même dans ce pays quelque chose qui ne va pas. On s'intéresse aux gars qui font des émeutes, et on ne s'intéresse pas aux gars qui a fait des études et qui veut devenir vétérinaire, ou j'en sais rien. Donc il y a une espèce de renversement des valeurs. Si vous vous tenez comme un cochon, on s'occupe de vous. Si vous êtes bien, à ce moment-là, vous avez le droit de disparaître. Mais c'est une histoire de fou, quand même. C'est une histoire de fou et c'est pour ça qu'on vous a invité, Charles Gave. Merci, on arrive à la fin de l'entretien. En tout cas, je vous donne une bonne nouvelle. 87% des gens qui ont voté tout à l'heure, des spectateurs, vous mettent à la tête de Bercy, cher Charles. Voilà. Eh ben, je démissionne. Voilà, mais alors, voilà, Charles Gave démissionne, vous l'avez mis à la tête de Bercy, il va démissionner. Parce que pour être à la tête de Bercy, il faudrait avoir des pouvoirs qui m'ont été enlevés par toutes les décisions qu'ils ont prises depuis 50 ans. Donc, avant de me mettre à Bercy, il faut retrouver les souverainetés. Vous voyez, c'est ça la chose importante. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Charles Gave, d'être venu passer par nos studios ce matin. Ce très très long entretien. Je rappelle, vous êtes fondateur de l'Institut des Libertés et économiste. Vous publiez pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, notamment l'Institut des Libertés avec Emmanuelle Gave, votre fille. Vidéo très intéressante et très suivie. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite une excellente journée. Encore un bon anniversaire, cher Charles. Merci beaucoup. De la part de la matinale de Tocsin. Nous, on arrive à la fin de l'émission, chers amis. Alors, vous nous retrouverez, bien entendu, c'est lundi, Clémence Oudiakova, 8h, 10h, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et moi, bien sûr, je reviens vendredi matin de 8h à 10h sur bien entendu, Tocsin Média. N'hésitez pas à nous soutenir véritablement. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, faites-nous un don, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous, on vous souhaite un excellent week-end, bien entendu. Et dès lundi matin, vous le savez, on est à 8h, on est sur YouTube.